interpellante qui nous mène à travailler davantage. Je trouve que toutes les interventions que nous avons eues hier, de l'intervention de Didier Brouwer en introduction jusqu'à celle de Stéphane Thibierge, nous ont fait voyager autour de ce concept, et pas seulement concept, autour de la fonction, comme le dit Christian Fierens, et des fonctions d'ailleurs du narcissisme. Et je propose de poursuivre aujourd'hui. Ce matin, nous avons 4 intervenants, donc la matinée va être un peu serrée. On va quand même tenter, dans la mesure du possible, de se maintenir un tout petit temps pour une pause entre les 2 premières interventions et puis les 2 suivantes. Du temps aussi pour les questions. Aussi, je cède la parole tout de suite à Jean-Luc Cacciali, qui interviendra au sujet. Son titre, c'est « Le résilient, un nouveau sujet ». Jean-Luc, je te cède la parole. Merci. J'avais proposé un point d'interrogation, bien sûr, qui n'a pas été repris dans l'écriture du titre. Bon, alors la question de la résilience, c'est une question, enfin, c'est un peu délicat de l'aborder. Donc, bon, j'espère que mon propos sera entendu au niveau où je souhaite le tenir. C'est-à-dire d'examiner le terme avec ce qu'il implique, et en particulier ce qu'il peut impliquer, et en particulier, ça va comme ça, ce qu'il peut impliquer cliniquement. Donc en France, la notion a pris son essor avec les travaux très connus de Boris Cyrulnik, et puis Serge Tisseron qui a fait un que sais-je sur la résilience. Boris Cyrulnik, dont les travaux sont importants, intéressants, et qui a son propre parcours étant assez remarquable. Alors la notion de résilience est une notion ancienne. Elle est surtout apparue aux États-Unis, où elle est étroitement liée, son apparition est étroitement liée à la psychologie positive, dont le fondateur est le psychologue Martin Seligman. Alors vous savez qu'en français, il y a le terme de résiliation. Les 2 termes, résiliation et résilience, ont la même étymologie latine. Le terme de résiliation, qui vient directement de la racine latine, n'a pas été retenu. Et en France, c'est le terme de résilience qui a été retenu, donc avec son, on va dire, son détour anglo-saxon. Sans doute, il y a là déjà l'effet du signifiant. Ce choix n'est sans doute pas un choix par hasard, c'est l'intelligence de la langue. Cette semaine, le terme a fait la une puisque la secrétaire d'État à l'aide aux victimes, Juliette Méadel, a annoncé la création d'un centre de résilience pour les victimes d'attentats. Donc les pouvoirs publics vont créer un centre de résilience. Elle dit « Ce sera un lieu d'accueil avec des psychologues formés, des pédopsychiatres et encore plus des pédopsychiatres formés au psychotraumatisme. Car c'est grave de ne pas aider un enfant qui a vu un attentat parce que les séquelles risquent d'être considérables pour la suite de son existence. » Bon, elle souhaite aussi, dans cette annonce, elle dit qu'elle souhaite aussi créer une réserve volontaire citoyenne, comme cela s'est fait en Israël, où des bénévoles interviennent au moment au moment des événements, et puis interviennent aussi à distance des événements. Alors Serge Tisseron, donc, qui a écrit Ce que sais-je, actuellement conçoit cette notion de résilience non seulement comme une réponse individuelle, ce qui était le cas jusqu'à maintenant, mais aussi il la conçoit comme une réponse collective pour résister à la terreur. Il propose donc de la concevoir comme un système résilient, dont le développement doit impliquer tous les acteurs avant la catastrophe. Martin Seligman, qui a donc développé le terme aux États-Unis, a fait pour l'armée américaine un programme de conditionnement physique du soldat
il y a eu beaucoup d'argent d'investi. Vous savez que la psychiatrie militaire est souvent très au fait des questions de traumatisme. Le programme n'a donné que peu de résultats et donc il a été abandonné. Et bien sûr, et cela n'a pas empêché que le terme continue de trouver un fort écho, cette fois-ci non seulement dans le champ des traumatismes, mais bien au-delà, dans le discours courant lui-même. Comme ça, par exemple, lors de sa dernière conférence de presse, donc le président des États-Unis, Barack Obama, à qui était posée la question de la réaction de ses filles à l'élection de Donald Trump, a répondu. C'était vraiment intéressant de voir comment Malia et Sacha ont réagi. Elles ont été déçues parce qu'elles ont écouté ce que leur mère a dit pendant la campagne, qui était cohérent avec ce que nous leur avons enseigné. Mais ce que nous avons aussi essayé de leur enseigner est la résilience, l'espoir. Et la seule chose que l'on peut ajouter, la seule chose que l'on peut qualifier de fin du monde est la fin du monde elle-même. Et vous voyez la résilience comme en fait à enseigner dans l'éducation des enfants. Et puis, toujours pour vous montrer l'extension du terme, Étienne, qui va intervenir, notre ami Étienne Holdener, a fait parvenir un papier qui annonce là actuellement à Bruxelles, une exposition d'art contemporain dont le titre est « Résilience » de l'article « L'art contemporain sans clichés ». Une galerie qui accueille les œuvres d'une douzaine d'artistes contemporains engagés, donc des artistes engagés dans la réparation d'un vécu douloureux. Alors, l'article dit « Le thème choisi par la galeriste est incontestablement dans l'air du temps et le mot résilience, donc résilire en latin, chargé de résonance psycho-affective et d'émotion, mais pour que le mot puisse rebondir et tout ce qui s'y rattache ne devienne pas un cliché. » Donc ils sont prudents, ça va être ce que nous allons essayer de faire. L'art vient à point nommé. L'art qui est forcément résilience. Dans certains cas, plus que d'autres, nous dit l'exposition qui privilégie une douzaine d'artistes contemporains engagés peu ou prou dans la réparation d'un vécu douloureux, proche, lointain, personnel ou sociétal. Vous voyez donc la réponse aujourd'hui aux questions au-delà du traumatisme, pour les artistes aussi, c'est la résilience. Donc pas que pour le président des États-Unis et ses filles. Mais l'article se termine, très révélatrice d'un art contemporain qui fuit les clichés pseudo-provocateurs. L'exposition se clôture sur un cycle de splendides photographies de Jean-Marie Guillain qui raconte comment l'artiste a dompté sa peur de la Grande Bleue. Vous voyez, donc nous, bien sûr, on parlerait de phobie. Vous voyez, là, c'est un vécu douloureux qui nécessite réparation. La peur de la Grande Bleue. La Grande Bleue, c'est la mer. Alors, nous allons, nous aussi, essayer de faire que le terme et tout ce qui s'y rattache ne devienne pas un cliché, bien que le terme soit utilisé dans absolument tous les domaines. Aujourd'hui, ces déclinaisons sont sociales, politiques, et nous l'avons vu, même artistiques. Donc il est difficile de se faire une idée de ce que peut recouvrir ce terme, d'autant plus que nous savons que chaque fois qu'un terme qui se veut un concept circule dans le champ social, il peut tout à fait changer de sens et de fonction, et aussi servir à justifier des idéologies, même si ce n'était pas sa vocation au départ. À notre époque où l'instabilité des coordonnées symboliques, on pourrait dire, fragilise les coordonnées narcissiques elles-mêmes, et où en même temps, de ce fait, le narcissisme est encouragé, nous pourrions nous demander si dans cette notion de résilience, il y a quelque chose
qui relève du narcissisme, et même qui la situerait dans une clinique contemporaine où le narcissisme est privilégié, avec du coup, en même temps, le risque de la créer, le risque de l'encourager, cette clinique. Hein, c'est sur cet arrêt donc, que je vais essayer de situer mon propos. En 2006, Boris Cyrulnik et Patrick Duval, qui est psychologue, ont co-dirigé un bouquin, Psychanalyse et résilience, donc où ils invitent des psychanalystes à traiter de cette question. Dans la 4e de couverture, Boris Cyrulnik écrit que la résilience est rendue possible par l'attachement. Hein, c'est la théorie de l'attachement. Et donc, il élabore une théorie de l'attachement, mais qui a cette particularité de se fonder sur l'éthologie animale. Car ça a un grand intérêt, c'est un intérêt de permettre l'observation expérimentale. Il poursuit, toujours dans ce 4e de couverture, la psychanalyse sait décrire les défenses et en faire une psychothérapie. Elle est donc adaptative, alors que l'attachement sait expliquer comment affronter le fracas et devenir résilient. Il sépare tout à fait les deux. La résilience est un processus. Toujours un Boris Cyrulnik dans ce bouquin. La résilience est un processus qui peut se définir en considérant que le sujet qui a été traumatisé parvient non pas à poursuivre son développement, mais parvient à reprendre un autre type de développement. C'est cet autre type de développement qui s'appelle résilience. Il insiste, hein, ce n'est pas une reprise du développement, c'est après le traumatisme, réussir à reprendre, mais un nouveau développement. Hein, c'est cela la résilience. Donc je disais, pour essayer d'en rendre compte, il essaye d'élaborer, enfin non, il n'essaye pas, il élabore, on va dire, une théorie éthologique de l'attachement. Et il dit que la résilience serait en fait le dernier chapitre de l'attachement. Il se réfère aux travaux des psychanalystes anglais et il évoque bien sûr tous les débats qu'il y a eu dans la psychanalyse anglaise à propos de cette question de l'attachement. Il évoque aussi la participation de Lacan au congrès de Bonneval sur la psychiatrie animale. Il évoque aussi, toujours à propos de Lacan, le stade du miroir. Il évoque aussi les épinoches et la fixation narcissique de l'image. Et que le comportement sexuel chez les animaux est totalement soumis à l'imaginaire. Là, il cite Lacan. On pourrait dire qu'il évoque ce moment de Lacan, mais sans donner son poids à l'imaginaire. C'est-à-dire que bien sûr, il n'utilise pas nos références du réel, du symbolique et de l'imaginaire, mais non seulement il les distingue, hein, mais il ne donne pas son poids à la question de l'imaginaire, et en même temps, du coup, il ne l'articule pas. Hein, voilà. Pour lui, il y a deux savoirs. Il y a c'est ce que peut-être on pourrait dire, hein, celui de la psychanalyse qui peut permettre une adaptation, et pour lui, la psychanalyse est adaptative, et celui de l'attachement qui s'élabore à partir de, je disais, l'éthologie animale, mais sans prendre en compte que l'éthologie animale, elle est hors langage. Et donc, il en déduit un peu rapidement, bon, ça n'enlève rien à la qualité de ses travaux, hein, mais donc dans ce livre, il fait l'introduction du bouquin, et donc il en déduit un peu rapidement que depuis les apports de l'éthologie, vous n'entendez plus les psychanalystes parler d'ordre primitive ou d'hérédité phylogénétique des fantasmes. La pulsion de mort est agonisante et le stade du miroir est devenu une ontogénèse qui dure
tant que dure la vie. Et donc il se situe aussi, on ne va pas dire dans le champ, mais par rapport à la psychanalyse. Bon, c'est en 2006. Donc il ne serait quand même pas d'accord avec l'argument de nos journées. L'attachement se caractérise par l'acquisition de schémas, des schémas d'attachement. Des schémas d'attachement qui donc vont s'inscrire sous forme de traces dans la mémoire. Traces qui s'inscrivent au niveau du corps et de la sensorialité. Il appelle cela une mémoire préhistorique, mais une mémoire préhistorique qui n'a pas besoin du refoulement pour empêcher les souvenirs. Ces évocations ne sont pas interdites de venir à la conscience, puisqu'en fait, cela n'est pas possible. Et que nous, on pourrait reprendre avec toute la question de l'inconscient réel, mais bon, c'est un propos. Mais donc, les inscriptions sont pas de l'ordre de la lettre et de la jouissance, ce ne sont pas des écritures. C'est l'observation expérimentale qui va permettre de s'en faire une idée. L'observation expérimentale qui va permettre de s'en faire une idée est la neurobiologie qui permet de rendre compte. Il donne un exemple de résilience, et même s'il évoque, vous allez voir, la rencontre signifiante, c'est son terme. C'est l'enjeu, l'enjeu lui-même, c'est-à-dire l'enjeu privilégié du champ de l'imaginaire, c'est-à-dire celui de l'éthologie animale. Donc je vais rapidement vous dire, il donne un exemple, et puis après je donnerai rapidement aussi un cas clinique à propos du traumatisme. Donc l'exemple qu'il donne, c'est la séparation d'un enfant de son parent maltraitant. Il dit que cette séparation, donc, sont des facteurs de protection qui souvent, plus tard, altèrent la résilience en devenant des poisons de l'existence. Pourquoi il dit cela? C'est parce que les enfants maltraités s'adaptent à la violence d'un proche en parvenant à acquérir un style d'attachement insécure. Cette distance affective, elle va leur permettre d'être moins maltraités en analysant mieux, en percevant de plus loin les signaux agressifs émis par le parent maltraitant. Donc, c'est une adaptation défensive. Mais cette adaptation défensive, elle, à la fois, elle les protège dans l'immédiat, mais aussi, elle altère leurs futures relations. On ne pourra parler de résilience que si, dans un autre milieu, ou plus tard avec ce parent changé, ils parviennent à acquérir un style d'attachement, donc ce qu'il appelle donc lui un autre développement, un style d'attachement moins dépendant des signaux de l'agresseur, cette fois-ci. C'est pourquoi les enfants maltraités s'attachent quand même à leurs parents et apprennent à aimer ailleurs. Apprennent à aimer ailleurs si une autre rencontre signifiante les étaye ou si une élaboration se fait avec un psychothérapeute qui se propose comme un tuteur de résilience. Je vais maintenant rapidement, c'est pas pour, parce qu'il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est pas pour les comparaisons d'une jeune fille qui était donc qui était victime de l'attentat au Bataclan. C'est une jeune femme qui assistait donc au concert avec quelques amis. Quand les tirs ont commencé, un mouvement de foule les a immédiatement poussés en avant. L'un de ses amis, jeune et costaud rugbyman qui sans doute a voulu un peu résister, lui est resté un peu plus longtemps debout, a reçu une balle et puis finalement est tombé lui aussi.
Elle n'était pas blessée, mais était prise d'une angoisse à ce moment-là paroxystique, car sa tête était dans une mauvaise position. Elle avait le désir de sortir, pas de se cacher, et aussi de ne pas bouger et rester protégée par les autres corps. Et puis ils se sont levés, sont sortis avec difficulté. Une fois dehors, il y avait encore des tirs. Elle est allée vers la première porte éclairée, qui était celle de la résidence universitaire à côté du Bataclan, donc où elle a pu se réfugier. Quand elle est revenue en séance, elle a raconté les faits, ce qu'elle avait déjà beaucoup fait du fait de toutes les interventions des cellules médico-psychologiques. Elle a parlé de la chute avec sa grande angoisse pour sa tête. Elle avait encore des douleurs cervicales. Et alors je lui ai mis la main sur le front, et de façon peut-être un peu freudienne. Elle parlait assez tranquillement. Et puis à ma grande surprise, elle a explosé en sanglots, une véritable explosion. Cette séance a sans doute eu un effet cathartique, mais peut-être aussi de déplacer la fixité de l'image. Plus tard, elle dira cette fois-ci que la seule image qui lui reste, c'est le mouvement. Elle se souvient, donc elle repense, elle dit cela, que c'est la seule image qui lui reste. Elle se souvient qu'elle s'est levée, a marché, elle est sortie dehors, sans penser à ce qui se passait, mais que dehors, elle a eu la certitude qu'elle allait s'en sortir. Assis dehors, il y avait encore des tirs et puis des personnes qui ont été tuées à l'extérieur. Et puis, plus tard, lors d'une séance, elle se plaint d'avoir accepté 2 petites choses dans son travail, de plus dans son travail. Elle pense qu'elle aurait dû refuser ces deux petits trucs. Elle regrette de ne pas pouvoir s'arrêter, et il lui vient cette phrase: « Si tu refuses d'avancer, c'est la mort. » Bon. Elle est bien évidemment elle s'entend le dire, elle est très surprise de s'entendre dire cela. Alors on peut penser que cela va permettre de ne pas rester fixé à cette image qui lui reste, je vous rappelle, celle du mouvement, mais de l'entendre cette fois-ci de façon signifiante, et plus seulement comme une image fixe. Peut-être que nous pourrions dire que le traumatisme, comme le fantasme, doit être décomposé dans les éléments qu'il constitue. L'après-coup du traumatisme, l'après-coup de Freud, est d'une certaine façon le fonctionnement du signifiant lui-même. Pour que la phrase prenne sens, il faut qu'il y ait un point final. Le sens se dégage de façon rétroactive, donc dans l'après-coup. L'attachement, lui, rend possible donc le processus de résilience, mais s'il se fonde, cet attachement, sur l'éthologie animale, il risque d'encourager un type de réponse au traumatisme qui sera cette fois-ci de l'ordre de l'imaginaire. Beaucoup s'émerveillent des possibilités de comportement pour certains animaux aujourd'hui, avec tous les travaux des chercheurs, qui sont proches des comportements des humains. Comme si la limite entre les deux, entre les hommes et les animaux, devenait floue, était plus floue qu'on ne le pensait. Or, il y a une distinction radicale entre l'homme et l'animal, c'est la parole et le langage. La distinction, malgré tous ces travaux, n'est pas floue du tout. Vous voyez, une théorie de l'attachement qui se fonde sur l'éthologie animale, si elle ne prend pas en compte cette distinction rigoureuse, vous voyez comment la limite aussi devient floue, peut devenir floue. Et puis, dans cette notion de résilience, il y a quelque chose de l'ordre du renaître de la souffrance. Il y a un livre, Boris Cyrulnik, qui a eu donc beaucoup de succès, dont le titre est « Merveilleux malheur ».
il utilise souvent le terme de triomphe, hein, celui de, on va dire, de triomphe dans un champ de malheur. Où la vie et l'esprit peuvent triompher de la mort. Mais ce n'est pas au sens de la pulsion de vie et la pulsion de mort, comme on va dire, des notions structurales qui peuvent se manifester aussi bien de façon individuelle qu'au niveau collectif et au niveau individuel pour chacun. Le sujet pourrait triompher en s'appuyant sur ses propres ressources subjectives. Si la réponse au traumatisme qui est encouragée est de l'ordre de l'imaginaire, par exemple, Boris Cyrulnik attache beaucoup d'importance au héros, à l'identification imaginaire au héros. Nous ne serons pas étonnés alors que ce qui sera sollicité, ce sont des notions comme l'estime et la confiance en soi, c'est-à-dire ce que proposent les supermarchés du développement personnel. Encourageant ainsi le développement du livre dont il est fait référence là, c'est déjà ancien, c'était quoi, le culte du narcissisme de Christopher Lasch, qui parle d'un individu narcissique. Ce qui, d'une certaine façon, revient à en faire un sujet qui pourrait s'auto-fonder. Un sujet dont la cause serait lui-même et pas le signifiant qu'il revend. Et je crois que c'est un point que nous pouvons facilement retrouver aujourd'hui dans la clinique sociale comme dans notre clinique. Donc j'ai proposé comme titre « Le résilient, un nouveau sujet ». Car ce déplacement de la notion du processus de résilience à un sujet résilient peut permettre d'entrevoir les conséquences cliniques que peuvent avoir ce qu'on peut quand même qualifier de véritable prévalence aujourd'hui de cette notion de résilience. Ces dernières années, il y avait une figure subjective qui prévalait, c'était celle de la victime. Tout le monde était devenu victime, chacun avait son trauma et pouvait en demander réparation. La figure subjective, on va dire, de la résilience semble lui avoir succédé. Elle a l'intérêt, sans doute c'est ce qui a fait aussi son succès, mais elle a l'intérêt d'être moins passive, car elle est source d'espoir, comme le dit Barack Obama, qui cherche à enseigner à ses filles la résilience et l'espoir. Je dis sujet, il ne s'agit pas, bien sûr, d'un sujet, mais d'une représentation moïque. Représentation moïque qui a l'inconvénient privilégié, qui peut privilégier le moi idéal. Et le passage du terme dans la culture et son omniprésence ont fait une image à la fois idéalisée et médiatisée. Image à laquelle, dorénavant, le sujet sera confronté. Et cette représentation pourra facilement prendre une valeur narcissique puisqu'elle sera confirmée par l'autre social qui encourage et valorise la résilience. Dans le séminaire La logique du fantasme, Lacan distingue la jouissance phallique et la jouissance narcissique. Bon, il ne reprendra pas le terme, mais qui a un intérêt. Et il définit la jouissance narcissique comme étant la jouissance de l'unité, même illusoire, de l'image du corps. La jouissance d'être un. Le sujet cherche toujours à ne pas être divisé. Il cherche toujours à être un. Cette image idéalisée et médiatisée lui en permet d'une certaine façon la réalisation. Est-ce que l'on pourrait dire qu'avec le narcissisme, la fonction phallique et le désir seront situés au niveau de l'être? Et pour reprendre un certain terme de l'argument,
le moi va pouvoir correspondre à l'être dans la résilience. J'avais évoqué le fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y avait quelque chose qu'on pourrait, une notion clinique qu'on pourrait appeler une perversion de l'être. L'idéalisation et la sublimation comportent avec elle la résilience, le terme de résilience en crée la possibilité. À Fès, Charles Melmond parlait d'un nouveau narcissisme, celui de l'identité souveraine. Être résilient peut facilement en faire partie. Aujourd'hui, il est classique, mais important, de déplorer le manque de récits et la nécessité de revenir à des récits. Vous voyez, à des récits. Et on voit que les histoires de vie, qui ont leur importance, mais peuvent facilement circuler dans le discours social de façon, y compris idéologique, pour illustrer des leçons de morale, des visions du monde, même sous couvert de triomphe de la vie. S'il y a une invention, cela risque, dans ces conditions, de ne pas être au titre du symptôme, mais davantage d'un sujet guidé par cette image idéalisée et médiatisée. Ce qui pourra alors être source de difficultés. Car, pour le sujet, la fonction signifiante est constituante. Mais si son assise est transformée par l'importance accordée au narcissisme, nous aurons affaire à un sujet qui, dans la rencontre du réel, traumatique, mais pas seulement, un sujet qui ne sera plus qu'un sujet blessé à réparer. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que voilà, ton travail va dans le sens d'ouvrir ça. Je voudrais juste, puisque tu parlais de ces bénévoles tout au départ, là, qui feraient partie, enfin qu'on demanderait à des bénévoles de pouvoir intervenir sur des scènes de traumatisme, il y a un petit article que j'ai lu d'une de nos collègues qui ne fait pas partie de la LIM et d'un autre groupe, José Morel-Saint-Marc. C'est un article que vous pouvez lire sur le site eudip.org, de l'intervention qu'elle a pu faire dans l'après-coup des attentats à Nice. Voilà, c'est le travail d'une analyste dans cette écoute-là, dans un après-coup, assez intéressant à lire, et qui ne va pas dans le sens de la résilience, que tu disais justement. Valentin, je te cède. Oui, pas dans le sens. Ouais. Il décide d'examiner ce que le terme, puisque les pouvoirs publics vont faire un centre de résilience, donc c'est quand même très important de voir ce que le terme recouvre et comment nous, on peut effectivement, du coup, l'analyser, ce terme. Oui, Hein. Oui, et je ne pas vous condamner. Je ne parlais pas de cet article dans le sens d'une opposition, mais ce qu'on peut y lire, c'est le travail d'une analyste à l'écoute de ce que ses enfants ont à dire à ce moment-là. Valentin ? Oui, merci Jean-Luc. Tu as fait valoir le signifiant, les pratiques. Évidemment, c'est assez, à la fois c'est proche par certains côtés et c'est loin de ce que nous pensons. Ça, tu l'as fait bien valoir. À tout prendre, c'est une affaire de signifiant. Ça, c'est une formidable affaire de signifiant. Un signifiant qui est sûrement plus énigmatique pour la plupart des gens, même si on lui a donné une signification, et dont je crois qu'il a des effets de signifier. D'abord, il assonne avec résistance, avec résidence. En plus, le développement de ce cheminement du signifiant est particulièrement amusant, puisque en latin, c'est le ré veut dire en arrière, c'est sauter en arrière.
c'est aussi du même coup rejaillir, et ça a donné dans le latin juridique, évidemment, se dédire, résiliation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui véritablement vient s'opposer à ce mouvement d'avant qu'on veut obtenir avec la résilience. Donc tout ça est déjà très intéressant sur le plan signifiant. Bon, j'ai beaucoup moins d'antipathie pour lui que pour son espèce d'opposé dont on nous a parlé hier, qui lui a envahi tout, c'est-à-dire perversion narcissique. Après tout, on pourrait être le résilient de son pervers narcissique. Probablement c'est quelque chose qui va arriver, mais mieux vaut être le résilient. Du côté de... Alors, tu as bien fait valoir. Il y a quand même un encouragement là. Bon, bien sûr, c'est pas le même, c'est pas les mêmes fondements que nous. Mais du côté de l'encouragement, tu l'as bien fait valoir. Nous, cet encouragement, on le donnerait bien à rebondir à partir de ce qu'on a subi comme dommage. Tu as fait valoir peut-être que le côté réparation. Alors là, il pourrait se rapprocher d'un autre grand bateau d'aujourd'hui, c'est le Caire. Mais j'ai l'impression, je dois dire, je l'ai lu sur la résilience que ce matin avant de venir, hein, et sur Internet, alors mes connaissances sont faibles. Mais j'ai l'impression que c'était pas du côté du Caire, que c'était quand même du côté de affronter ce qui vous est arrivé et repartez. On ne va pas dire que nous, on soit quand même contre ça. Bien sûr que nous n'allons pas le penser de la même façon, et tu l'as bien dit, ce sera pas la même chose, mais comment a dit ta patiente, refuser d'avancer, c'est la mort. Bon, bah, bien sûr. Alors, est-ce que c'est purement une affaire de... Tu as raison de le tirer vers ce que ça peut être de pire. Tu as bien raison. Mais est-ce que là-dedans, il n'y a pas du tout de symbolique? Est-ce qu'il n'y a que du moi idéal? Il faut aussi décider où du moi. Je crois d'ailleurs qu'ils les font valoir, forcément. Bon, enfin, voilà les quelques idées qui sont venues en t'écoutant. Oui, non, je précise peut-être simplement ce point qu'effectivement, mais du coup, sa pensée, et c'est là, comme tu le reprends, et avec ce que donc la notion étymologique, alors, sur laquelle j'insistais, parce que même au-delà, le fait qu'il y ait eu le choix entre le terme français et le terme anglais n'est pas par hasard, déjà dans le choix, enfin pour la France, hein, dans le choix du terme lui-même. Mais aussi, c'est que ça laisse penser, et ce qui, je crois, est quand même assez, peut-être qu'il dépasse cette question qui est assez habituelle dans le discours social aujourd'hui, c'est que le sujet pourrait s'auto-fonder. Et que le sujet serait cause de lui-même. Des interventions dans la salle. Il y a des micros qui sont là dans le cadre de Norbert, bon. Oui, merci Jean-Luc. Je trouve que ce que tu as amené est très intéressant. Je ne crois pas, Valentin, qu'on puisse balayer comme ça les choses aussi facilement. Je crois effectivement que Cyrulnik est un type très intéressant, honnête, qui amène notamment du matériel très intéressant. Et il y a une donnée, enfin je ne sais pas s'il l'a fait vraiment valoir, mais qui est toujours présente dans ses écrits quand il raconte dans les cas de résilience. Alors c'est pas tant sur le traumatisme actuel, immédiat, récent, que sur les enfants, enfin les traumatismes de l'enfance, on pourrait dire, c'est que quand il y a eu résilience, c'est toujours l'effet d'une rencontre, hein, dans les cas qu'il donne. Et moi je trouve ça, c'est-à-dire qu'il permet effectivement de reprendre les choses, hein, d'une autre manière, bon, on va parler de type d'attachement, etc., mais de reprendre les choses autrement dans la rencontre avec quelqu'un. Il me semble que ça peut nous intéresser quand même, parce que c'est bien ce qui se passe aussi dans l'analyse, même si on le prend avec d'autres termes, c'est bien la rencontre dans le transfert. Et là, ça met les choses plutôt du côté du processus, effectivement, que du côté d'un sujet résilient. Alors effectivement, ça a été psychologisé, il y a même des questionnaires pour mesurer la résilience, enfin, des choses comme ça, comme une aptitude comme ça interne. Et ça met effectivement les choses, comme tu l'as souligné, donc plutôt du côté du processus de résilience, et donc plutôt du côté
de l'idéal du moi dans la rencontre avec quelqu'un que du côté du moi idéal. Oui, c'est pour cela que je dirais, il utilise même, pour aller dans le sens de ce que tu soulignes, le terme de rencontre signifiante. Hein, oui. c'est son terme. Hein. C'est que, mais à séparer ces deux savoirs, hein, celui de l'attachement et de la psychanalyse, c'est qu'en même temps, dans cette rencontre, il n'y a rien à... la question du refoulement ne se pose pas du fait de la théorie de l'attachement. Ce qui, si on va même plus loin, du coup, la question de la sexualité infantile ne se pose pas. Hein, voilà, c'est-à-dire que c'est pour cela que j'insistais sur ce côté, enfin, malgré le terme, le risque, c'est que ça privilégie quand même le champ de l'imaginaire. Hein. Oui, donc je voulais juste te dire que tu as raison de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et nous inviter à ne pas le faire et à balayer comme ça un peu rapidement quelque chose qui serait hors de notre champ. Après que les signifiants soient repris dans le champ social, dans l'idéologie actuelle, on est bien placé aussi pour savoir que les nôtres sont... Ben bien sûr, oui, mais que les nôtres, enfin, ce qu'on a souligné hier sur le terme de narcissique, d'hyper-narcissique, de comment rabattre le caquet à un hyper-narcissique, on entend ça dans les médias, hein, ou comment repérer un pervers narcissique, etc. Bon, là, c'est après comment dire, la dérive idéologique des signifiants sociaux actuels. Oui. Paula et puis Claude. Et puis il y a Marc qui veut dire un mot. Je te remercie pour ton intervention. Alors j'ai peut-être passé du tout au tout, mais j'avais quand même une question par rapport à l'autisme. L'autisme, on dit, la dimension diachronique de l'autisme, voilà, il est autiste pour des raisons neurobiologiques, génétiques, etc., dont on ignore pour l'instant vraiment la provenance. Donc, à partir de là, on va lui apprendre à parler. C'est-à-dire le sujet qui se fonde lui-même, ce dont tu parlais, hein, voilà, on va le créer, ce sujet. Et on s'aperçoit que, avec les méthodes comportementales, et on s'aperçoit que ce sujet-là, ben, il n'y a pas de sujet. Hein. Et la question il n'y a pas de sujet à la sortie, bien sûr, il va parler, mais enfin, bon, il y aura quand même cette dimension de sujet qui sera éradiquée. Et je me disais que dans cette dimension de la résilience, effectivement, non seulement il y a peut-être, il manque cette notion de la parole, ça part de l'éthologie, de la parole et du langage, mais aussi, du coup, il y manque cette dimension de la participation du sujet à sa vie, à ce qu'il a vécu, et la dimension de la jouissance. Et donc, à partir de là, voilà, quelle est la nature de ce nouveau sujet, si je peux poser la question comme ça. Qui n'en est pas un, bien sûr. Mais même à propos de l'apprentissage, c'est de la même façon, là, alors, pas si unique, mais les excès possibles avec cette notion, c'est que c'est d'en faire quelque chose aussi d'inné, une possibilité subjective, et que donc, comme il y en a qui l'ont à leur disposition, il y en a qui l'ont un peu moins, donc on va leur apprendre. Avec donc, tout ce qu'on sait de tout ce qui est proposé aujourd'hui. On va leur apprendre à être résilient. Bien sûr, et là, donc, comme pour l'autisme, il n'y a plus de sujet. Claude. Il n'y a plus de possibilité. Quand on ne sait pas son âge, il n'y a plus de... Jean-Luc, je te remercie beaucoup. Je reviens avec une question qui, depuis ma lecture déjà ancienne des travaux de Cyrulnik, m'a toujours interpellée. Je trouve que tu as bien dressé le destin fabuleux imaginaire de la résilience, mais ce qui m'a toujours étonnée, c'est qu'il me semble que dans Un merveilleux malheur,
il insiste quand même sur... il n'insiste pas, mais il dit qu'il s'agit d'un oxymore. Et que, voilà, ce bord langagier, cette figure de rhétorique de l'oxymore, à ma connaissance, personne ne reprend cette dimension langagière qu'il y a dans la résilience. Et alors, peut-être que, comme tu as sillonné toute sa lecture, quel serait le rapport d'un sujet à une figure de rhétorique comme un oxymore? Est-ce qu'il y aurait là une relecture qu'on pourrait faire de la dimension une relecture de la dimension langagière de la résilience qui tirerait un peu moins du côté imaginaire? Oui, c'est intéressant. Bon, tu as une idée. Moi, non, c'est une question. parce que et comme toujours, on espère que quelqu'un d'autre va y répondre. L'oxymore dans son titre, puisque c'est fait. Oui. Comment tu l'entends? Mais il y a quand même une dimension du paradoxe qui s'ouvre là. Comment articuler en même temps, dans le langage, le merveilleux et le malheur? Voilà, il y a tout un travail langagier à faire, me semble-t-il, autour d'une dimension comme celle-là. J'ai bien, oui, merci, j'ai bien entendu. Donc, alors, actuellement, par exemple, il a fait très récemment un article dans Le Monde où il discutait avec Todorov. Voilà. Oui, sur le bien. Donc, Le bien est tu pire as que... lu aussi. Et effectivement, donc à propos du paradoxe, par exemple, pour lui, un élément important aujourd'hui, c'est la morale au niveau social, hein, mais dont il fait une cause des événements, une morale perverse. Hein, et donc qui va effectivement avec le fait, donc, dans ce paradoxe que tu soulignes, de pouvoir, du coup, que le risque serait de ne pas l'entendre comme les jeux, on va dire, comme de ce que permet notre rapport au langage, mais du coup permet à la fois, bien sûr, ce paradoxe de dire mais attendez, le malheur est merveilleux. Hein. Et donc c'est parce qu'aujourd'hui il le reprend, enfin il reprend pas ça, mais bien évidemment qu'il a dû entendre les excès de comment son titre a été entendu, et donc il souligne ce côté pour lui de morale perverse, hein, qui répond un peu indirectement à cela. Marc, qui veut dire. Merci. Marc. Oui. Marc oui. Écoute, merci pour ce travail de traversée, parce que ça nous poserait la question suivante, de savoir comment nous pourrions parler, nous, aux éthologistes, parce que c'est comment les éthologistes nous parlent. Ça va comme ça, Sylvie? Oui, ça, c'est Lacan part quand même de cette affaire-là, hein, les oies de Lorentz et Villers-Pinoche, pour définir l'imaginaire. Donc jusque-là, on est obligé d'être d'accord. Et Freud, dès le départ, indique que toutes les traces ne sont pas traduites. Il appelle ça les pulsions du moi. Et tout d'un coup se traduit une de ces traces, c'est-à-dire qu'un neurone conserve une quantité, en général douloureuse, qui trace l'ébauche du premier moi, c'est-à-dire du premier événement psychique. Ce qu'on appellerait un événement psychique, c'est la trace du moi. Alors ce qui est vraiment extrêmement, je trouve, intéressant dans ce que tu dis là, c'est que finalement, si on utilise cette question de la lettre de façon un peu allusive, extensive, on oublie justement que la lettre, elle n'est pas créée comme ça. Elle est la première traduction d'un des événements psychiques. Et donc il y a des événements qui ne sont pas psychiques, qui restent donc en dehors du refoulement, et qui sont quand même présents, qu'on le veuille ou pas, qui influencent quelque chose de notre psyché. Alors il m'est venu en t'écoutant, c'est pour ça que je te propose comment on pourrait expliquer le stade du miroir à un éthologue? On pourrait dire que dans le fond, le stade du miroir, c'est un auto-attachement empêché par la présence d'un autre, d'un petit autre, qui a été lui-même imprégné par la fonction symbolique. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des événements qui sont d'avant,
Et Freud appelait ça, logiquement, ce qu'il avait appelé un Foresight, c'est-à-dire un avant le temps psychique. Foresight. Hein, c'est pas, dans la vie psychique, il y a deux termes freudiens qui correspondent à ce que tu disais, Jean-Luc, hein, c'est-à-dire d'un côté ce qui est avant l'événement psychique, et d'un autre côté ce qui arrive à la psyché dans l'après-coup, c'est-à-dire qu'il y a une véritable boucle de la psyché sur elle-même. Donc le Nachträglich, l'après-coup, hein, c'est l'hystérie, hein, la compréhension après-coup du traumatisme initial, et le Foresight, qui est un temps d'avant que Freud conduit tout à fait logiquement, et qui expliquerait que, par exemple, on puisse donner le nom de narcissisme primaire à ce qui fonderait, hein, qui ferait advenir ce premier événement psychique dans cette rencontre avec un autre imprégné du symbolique, qui nous permettrait peut-être à ce moment-là de comprendre ce que c'est que le narcissisme secondaire. Hein, c'est-à-dire ce Foresight, hein, ce temps d'avant, qui est logiquement déductible de la clinique. Freud le construit dans l'esquisse. Ça m'a fait vraiment penser à ça. Un auto-attachement empêché par la présence d'un autre qui a été trempé dans le symbolique. Et de ses signifiants. Voilà, voilà. Oui, c'est ça. Trempé dans le signifiant symbolique. Voilà. C'est bien parce que la mère a été trempée dans le symbolique que tout d'un coup, ce qui aurait pu demeurer un auto-attachement, c'est-à-dire un attachement à sa propre, donc intraduisible dans la sphère psychique, et non sans effet. Et non sans effet que tout d'un coup, il pourrait y avoir effectivement, comprendrait ce que c'est que le narcissisme primaire. Donc vraiment, merci, parce que je n'avais jamais pensé à l'auto-attachement empêché. Didier? Tiens, Jeanne. Il y a Jeanne. Non, je voulais juste faire remercier Jean-Luc parce que, pardon, j'étais récemment à un colloque en Martinique à propos sur les conséquences subjectives de l'esclavage, dont ils avaient intitulé ça « Psychologique de l'esclavage ». Et bien sûr, le travail de Cyrulnik a une place très importante et de plus en plus importante sur la question du traumatisme dans les sociétés antillaises. Et chaque fois que j'entends parler à l'association du nouveau sujet, bien sûr que j'entends décrire les traits de ce nouveau sujet, je pense bien sûr au travail d'élaboration qu'a porté Charles Lellemans et qui s'est vraiment beaucoup nourri et qui nous a beaucoup apporté aux Antilles sur cette question du traumatisme. Et alors, par rapport à ce que tu disais de l'assise imaginaire de cette dimension de la résilience, ça m'a beaucoup évoqué ce qui se passe actuellement dans les sociétés antillaises, où la question du narcissisme est marquée par une atteinte, une blessure. L'image est devenue, ça a été fragilisé du fait de l'apport symbolique qui a été celui qui a été dans les sociétés qui sont nées de l'esclavage et de la colonisation, hein, qui sont nées de cela. Et la question de la résilience escamote, en tout cas telle qu'elle est apportée et traitée, telle qu'elle est traitée dans des sociétés où l'imaginaire connaît une telle inflation, la question de la résilience prend un développement qui est tout à fait important et qui me semble reposer sur les bases imaginaires dont tu parlais. Écoutez, j'aurais envie de proposer que nous passions à la deuxième